bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, ça va être le cours 370 d'art dramatique, car n'est-ce pas, nous faisons du théâtre, nous faisons de la comédie. La comédie, c'est aussi le prix de la liberté. Je vais vous expliquer comment sortir des griffes des crotailles. Parce qu'hier, on était dans un monde absurde. C'est le monde de la soumission, le monde de l'esclavage. Il faut quitter ce monde. Et pour quitter ce monde, je vais vous expliquer le prix de la liberté. C'est le cours de ce soir, 370. Qui même me suivent. On y va. Hey, bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 370. Le prix de la liberté, c'est quoi? Rapidement, il faut apprendre un métier. Une fois que vous avez un métier, il faut pratiquer ce métier pendant une dizaine d'années, voire 15 années, pour atteindre le prix de la liberté. C'est tout simple, vous voyez. Alors, je l'ai fait. J'ai d'abord fait l'université, j'ai été à l'université jusqu'à 25 ans. Après, je me suis reconverti dans la couture, enfin, dans une boutique de vêtements, très vieille boutique de Marseille, qui datait 1960, bien avant même. En fait, c'est mon grand-père, quand il est venu de Turquie, puisqu'il a été chassé par les Turcs, un peu comme les Russes d'Ukraine, ils sont chassés, comme les Arméniens du Karabakh, ils sont chassés. Il y a une oligarchie qui chasse des peuples comme ça pour leur propre règne, disons, leur propre gouvernance, enfin. Des choses absurdes, hein, comme le génocide des Israéliens en 1945. On parle que de celui-là, on n'a parlé que de celui-là, parce qu'on a oublié tous les autres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on oublie les autres. C'est étonnant d'ailleurs cette question. Il faudrait un peu réfléchir à ce qui se passe dans le monde, un peu les peuplades qui subissent des martyrs, comme ça même, je pense aux Africains qui ont subi aussi beaucoup de souffrances, les Indiens d'Amérique, etc. Et puis, ça sort dans une sorte d'indifférence de la population, parce que si l'on se réfère à la population, aux gens du monde entier, qui c'est qui s'indigne devant les massacres des peuplades? Qui c'est qui s'indigne? Alors, pourquoi j'en viens à ce sujet? Parce qu'on y est, on est en plein dans le cœur du sujet. Actuellement, ce sont des génocides qui se perpétuent dans le monde par des gouvernements très puissants qui ont des armées qui font leur loi, qui veulent faire la loi. Mais la loi aux dépens des peuples qui habitent. C'est pas pour faire joli qu'ils font la loi, c'est vraiment aux dépens des peuples. Et nous en sommes là, puisque maintenant, je constate en France que le peuple est martyrisé. Il est martyrisé parce que ceux qui ont un travail, les vrais travailleurs, ceux qui travaillent dur, ne gagnent pas d'argent. Ça, c'est de la tyrannie, ça.
ne gagnent pas de l'argent par leur propre labeur. Il faut, pour gagner de l'argent, obéir à une certaine oligarchie supérieure qui va vous promouvoir, qui va faire votre carrière. Quand je suis allé à l'ANP pour demander du travail, puisque j'étais sans travail, je suis sans travail, donc l'ANP me certifie qu'il faut que j'ai les manches longues pour avoir du travail. Ne me demande pas mes qualifications, vous voyez. Mes qualifications ne comptent pas quand je leur dis que j'ai tel métier dans les mains, etc. Ça ne compte absolument pas. Il faut absolument avoir des connaissances par parraination. Alors, quand on rentre dans ce jeu du parrainage, on devient simplement une serpillière au service de ces gens qui nous gouvernent. Et ça aboutit à ce qu'on a vu en France, à la gestion des crises par des gens qu'on appelle l'ineptocratie en France, parce que ce sont des serpillières, tout simplement, qui obéissent à des gouvernements puissants. Ce n'est plus la France c'est-à-dire ce n'est pas le peuple français qui a la parole, ce sont d'autres gouvernements extérieurs qui se cachent derrière un anonymat. Alors, le prix de la liberté, c'est quoi? Parce qu'il faut bien comprendre ce monde dans lequel on vit. Le prix de la liberté, quand vous avez travaillé, que vous avez obtenu un métier, que vous avez obéi gentiment à toute cette nomenclature, vous avez un peu amassé de l'argent, vous êtes vieux, vous allez à la retraite, et encore on vous martyrise. On est dans une folie totale. On est dans une folie totale. Pour acquérir le prix de la liberté n'existe pas en fait. C'est une fausse liberté. C'est une illusion de croire que en travaillant honnêtement, par exemple, je me suis lancé dans la vidéographie d'entreprise, c'est-à-dire je propose mes services aux entreprises. Pour être rentable, il va falloir que j'investisse dans la publicité. Une somme d'environ 4 000 € par an. C'est la première somme de publicité, vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur. Cette publicité va me rapporter quelques clients. Sur ces clients, il va falloir que je paye des taxes, 25% de mon chiffre d'affaires, j'aurai 25% de frais, il me restera 50% de bénéfices si je trouve des clients. Et sur les 50% de bénéfices, il va falloir que je déduise la publicité, les 4 000 € que j'ai dépensés dans l'année. C'est un pari un peu fou. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si maintenant les entreprises vont me rejeter parce que je ne suis pas de leur cursus, de leur culture, de leur idéal, parce qu'ils ne vous jugent pas sur vos propres capacités de vidéaste. Je n'ai personne, aucun entrepreneur en France qui m'a félicité sur mon travail. Ce qui est absurde. Personne n'est capable de juger si mon travail a une valeur.
totalement absurde. À quoi ça sert de proposer un service si les gens ne savent pas juger de votre valeur? On est dans un monde complètement qui a déraillé, qui a perdu pied, qui n'est plus basé sur la réalité concrète, mais sur un fantasme que pour réussir, il faut des amis. On est dans un monde qui a perdu le sens de la réalité. Voilà. Alors le prix de la liberté, c'est quoi? Dans un monde qui a perdu, qui est dans un fantasme, des gens qui se croient aptes, mais qui ne sont pas du tout. On est dans un monde fantasmagorique complètement. Et là, moi, le prix de la liberté, la liberté n'a plus aucun sens dans ce monde-là. Il faut reconstruire le monde d'après des bases concrètes, d'après une fondation qui puisse se reprendre racine, qui puisse redonner de l'importance à chaque individu dans sa propre capacité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était mon analyse sur le prix de la liberté. Parce que toute votre vie, on va travailler pour des gens. On sera remercié. Et on va finir notre vie en quelque sorte tout seul, sans aucune reconnaissance de personne, parce que les gens ne sont plus capables de reconnaître la valeur réelle des choses. C'est absolument dramatique. Voilà. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, nous sommes dans le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Chose chérie, la liberté, la liberté. Alors, le prix de la liberté, en art dramatique, va s'obtenir lorsque vous avez parfaitement lucidité de ce qui se passe sur la scène. C'est assez complexe à comprendre parce que la scène, elle est virtuelle. On vit dans un monde presque, c'est pas, disons que si on arrive à vivre dans un monde virtuel sur scène, comme si c'était un monde réel, on obtient, c'est parce qu'on a une certaine lucidité. C'est très important la lucidité dans le virtuel. Quand par exemple l'acteur il joue une scène de théâtre, s'il n'a pas la lucidité de cette scène qu'il est en train de jouer, il ne peut pas la jouer correctement. Et cette lucidité, il va falloir travailler dur pour l'acquérir. Pour ensuite gérer la scène. Et dans la réalité, c'est pareil. Quand on vit avec des êtres humains, quand on vit tout simplement dans sa vie de tous les jours, il faut obtenir une certaine lucidité. C'est la lucidité avec laquelle vous appréhendez les événements qui se passent autour de vous qui va faire que vous allez réussir vos objectifs. Alors, je parle de la lucidité parce que c'est un phénomène dont on n'a pas beaucoup, on
On n'a pas d'éducation là-dessus, on ne sait pas ce que c'est que la lucidité. En vérité, on n'a pas d'éducation sur la lucidité. On pense que la lucidité, c'est de regarder avec des lunettes et de voir le paysage plus ou moins trouble ou clair. La lucidité, si vous voulez, pour l'acteur, c'est ce qui lui permet d'appréhender la scène réelle comme elle est. Même dans son imaginaire, il y a des scènes réelles et des scènes qui ne sont pas réelles. Et dans la réalité, c'est pareil. Il y a des scènes qui sont réelles et des scènes qui ne sont pas réelles dans notre esprit. Pour comprendre ce phénomène, c'est un phénomène assez furtif parce que comment savoir si une scène que l'on vit est réelle ou imaginaire? C'est impossible. L'esprit ne peut pas juger par lui-même si la scène est réelle ou imaginaire. C'est pourquoi on arrive à des aberrations dans le comportement humain. Certaines personnes se perdent dans un imaginaire qui ne peuvent plus ensuite juger. C'est-à-dire que personne ne peut juger l'imaginaire d'un imaginaire réel ou d'un imaginaire virtuel. Alors, pour comprendre tout ça, ces mécanismes psychologiques, tout ça, j'ai étudié une science qui s'appelle l'analyse transactionnelle qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans ce qui est une scène fantasmagorique et une scène réelle. Parce que l'esprit lui-même se raconte des histoires fausses quelquefois. Il peut aussi bien se raconter des mensonges que des vérités. Et il est incapable de savoir si ce qu'il se raconte est vrai ou si c'est un mensonge. Alors, pour éduquer l'esprit à se raconter plutôt des histoires vraies que des mensonges, il va falloir comprendre comment l'esprit fonctionne en lui-même. Comment peut-il se laisser embarquer par les mensonges? Dans quelles circonstances les mensonges peuvent s'incruster dans l'esprit? Dans quelles circonstances? Parfois la peur est un vecteur de mensonge. La naïveté est un vecteur de mensonge. La colère aussi est un vecteur de mensonge. Ce sont des états d'âme, des émotions que l'on vit et qui nous
perturbent dans le sens qu'elles nous font fantasmer à des créatures, à des choses qui n'existent pas dans la réalité. Et nous y croyons à ce moment-là. C'est pourquoi il faut comprendre, lorsque l'on est en colère, que notre esprit est en train de nous mentir. Ou quand on est naïf, c'est la même chose. Notre esprit est en train de nous mentir. Il faut faire la relation entre les états d'âme que l'on vit naturellement et ce que notre esprit nous raconte. Parce que lorsque vous êtes dans un état d'âme serein, si par exemple vous réfléchissez à un problème, vous êtes dans un état d'âme serein, l'esprit ne vous raconte pas de mensonges à ce moment-là. Ou même lorsque vous êtes dans la vie de quotidienne, l'esprit ne vous raconte pas des mensonges. Mais parfois, il se passe des événements, comme je vous disais, la peur paralyse dans le sens qu'elle vous trompe quelque part. Et donc, le comédien qui va jouer une scène de théâtre doit obéir à une mise en scène, doit obéir à un objectif. Il ne peut pas se raconter des mensonges à ce moment-là. Parce que s'il se raconte des mensonges, il va dérailler hors scène, hors objectif. Il va être en dehors du sujet. Et tout l'art, disons, le premier apprentissage du comédien, c'est justement de différencier dans son esprit les parts fantasmagoriques, les parts réelles, pour ensuite pouvoir en jouer de façon consciente. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est une méthode pour essayer de comprendre lorsque notre esprit nous raconte des mensonges et pour essayer de comprendre lorsque nous sommes dans la vérité. C'est une science très intéressante qui m'a permis de prendre confiance en moi, en mes idées, parce que j'ai réalisé tout à coup pourquoi les gens se trompent, pourquoi les gens divaguent, pourquoi je peux divaguer autant qu'eux, et j'ai délimité dans mon esprit les moments d'égarement. J'ai pris conscience de ces moments-là, qui m'a permis ensuite de mieux gérer mon univers, mon monde. Donc je vous rappelle que c'est l'analyse transactionnelle, c'est une science très importante pour le développement humain, qui a été fondée en 1970 par le professeur Eric Berne aux États-Unis, parce qu'on voulait que les commerciaux, les gens qui travaillent, ne divaguent pas en permanence dans le travail, donc il fallait rétablir leur esprit de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus aptes à gérer le monde dans lequel ils étaient. Actuellement, ce développement de l'esprit a continué jusqu'à aujourd'hui. Il est poussé à l'extrême. Je constate dans les films des séries américaines où les acteurs sont très... Ils appliquent à la lettre le système de l'analyse transactionnelle et justement, ils tombent dans un autre piège
Ça, ce sera. Parce que si vous voulez, quand on maîtrise l'esprit, il ne s'agit pas de le maîtriser consciemment, mais d'arriver à faire intervenir son inconscient, comme je vous disais. C'est là où les acteurs américains, enfin les acteurs dans les séries, enfin les acteurs tout simplement, n'arrivent plus à gérer leur comportement parce qu'ils veulent être conscients justement de ce qui se passe, ne pas délirer, et comme ils veulent être conscients, ils ne peuvent pas justement agir correctement dans la scène. Parce qu'ensuite, il va falloir se débarrasser de cette conscience pour arriver dans une espèce de subconscient sur la scène. On peut se débarrasser de la conscience quand on sait que notre subconscient gère l'action correctement. Mais ça, c'est un apprentissage supérieur, au stade supérieur. On ne peut pas attaquer le subconscient si déjà on ne sait pas maîtriser la réalité de l'irréel, du mensonge, des délires, etc. Il faut d'abord bien maîtriser tout ce qui fait réagir l'esprit de façon à pouvoir ensuite en jouer, en quelque sorte, comme un instrument de musique. En jouer comme un instrument de musique. C'est pas ça du tout, hein, mais c'est une image. Bon. Voilà. C'est ça le prix de la liberté. Le prix de la liberté, c'est d'arriver à gérer son comportement dans une situation et ne pas partir à valo ni partir dans un délire complet, parce qu'alors là, on se casse la figure, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que c'était intéressant. C'est le prix de la liberté de l'acteur. Merci. Au revoir.